C'est bon, on n'a pas encore commencé. Venez vous installer. Bien, alors on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Donc on continue nos conférences sur le thème de la santé, conférence en langue des signes. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vendredi, pour une des conférences de notre cycle sur le cancer. Donc on a eu une première, ce soir sera la deuxième. Nous sommes très contents d'avoir Marie-Suzanne Calogéropoulos avec nous. Vous voyez son nom affiché sur l'écran. Voilà, d'origine grecque, je suppose, qui vient de l'association Psychisme et Cancer. Voilà, donc vraiment une association axée sur ce thème-là, et donc qui ce soir va nous parler des émotions liées au cancer. Voilà, suite à l'annonce du cancer, à la maladie, etc. Donc elle va nous parler de tout ça ce soir. Ce sera peut-être difficile, parfois, je ne sais pas, essayez de bien écouter, puis après vous pourrez poser des questions. Donc on aura une présentation comme d'habitude, une demi-heure 45 minutes, et puis ensuite un échange avec la salle. On vous demandera de venir sur scène, dans la lumière. Il y a quelques personnes qui sont ushers, donc pour qu'elles vous voient bien. Voilà, mais je vous laisse la parole, là, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je viens, comme vous l'avez compris, de vous parler aujourd'hui des effets du cancer sur les émotions. J'exerce en qualité de psychanalyste au centre Pierre Cazenave, où l'association Psychisme et Cancer, fondée en 91, reçoit depuis 15 ans des malades du cancer ou en rémission, ainsi que leurs proches, pour les aider à mieux affronter la maladie et à mieux vivre les bouleversements qu'elle amène dans leur vie. Pierre Cazenave, qui était psychanalyste, a longtemps souffert d'un cancer et créa avec une patiente et son épouse Françoise Bessis l'association Psychisme et Cancer. Il est aussi, avec Louise Lambrix, l'auteur d'un livre, le livre de Pierre, Psychisme et Cancer. C'est le sous-titre. Nous recevons les consultants qui viennent nous voir, en général sans rendez-vous, dans nos permanences, où deux accueillantes qui ont fait l'expérience d'un cancer et d'une analyse personnelle, une psychanalyse, nous aident en partageant leur vécu avec les consultants, le parcours du retour au travail ou les moyens d'affronter la brutalité des traitements ou les réactions de leur entourage. Le centre propose également des ateliers à médiation artistique ou corporelle et du soutien thérapeutique individuel quand le consultant en fait la demande. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous faire un cours de psychanalyse, mais surtout pour vous laisser du temps et de la place à des questions que vous aimeriez que je développe. Aujourd'hui, la médecine parvient de plus en plus souvent à contrôler les cancers. Ainsi, ils deviennent en apparence une maladie chronique comme une autre. Mais nous savons tous que sans ces traitements compliqués, tout cancer est potentiellement une maladie mortelle. De plus, ces traitements eux-mêmes sont parfois très toxiques pour notre santé. Il arrive que nous soyons en apparence plus malades à cause du traitement que de la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui encore, lorsqu'un médecin nous annonce que nous avons un cancer, c'est toujours comme s'il nous disait « Souviens-toi que tu vas mourir ». Devant ce diagnostic, nous éprouvons de la terreur, ou de la colère, ou de l'indignation. Il est normal de ressentir ces émotions, car lorsque nous vivons normalement, nous avons l'habitude de compter sur les progrès de la science et sur nos précautions pour éviter de penser à la mort. Nous voulons que nos efforts pour manger sainement, pour faire du sport ou rester mince aient un résultat scientifique
et nos choix de vie raisonnables nous tranquillisent. Ce que nous appelons aujourd'hui des émotions sont, depuis l'époque du philosophe Aristote, désignées comme des passions. Je souhaite remonter à cette idée car elle est utile pour saisir ce que les émotions ont de spécial encore aujourd'hui pour la psychanalyse. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le terme de passion recouvrait tout ce que le sujet peut ressentir ou désirer sans l'avoir décidé. Et le mot était lié à l'idée de passivité. La philosophie, dans sa dimension morale, pensait que l'homme responsable devait dominer ses passions. Et la religion le pense toujours. Et aujourd'hui, nous savons que la liberté aussi dépend de cette possibilité. Mais pour la morale classique et la religion, c'est la volonté qui nous permet de nous libérer de cette soumission. Et la volonté obéit elle-même à des jugements de valeur. Depuis les débuts de la psychologie médicale, au XIXe siècle, nous savons que toutes les passions ne peuvent pas être dominées et que l'étendue des pouvoirs de la volonté a surtout été une illusion au service de l'éducation morale. Avec la révolution de la psychanalyse, la définition de notre liberté a été bouleversée par la découverte de l'inconscient. L'origine et la fonction des affects, c'est le nom que la psychologie donne aux émotions, a dépassé l'ancienne conception volontariste de la santé morale. En même temps, nous avons découvert que ces affects sont des mouvements qui se situent autant dans notre corps que dans notre âme, et que de nombreuses maladies psychologiques, parfois graves, sont causées par l'effort pour dissimuler ces affects, puisque, en réalité, il ne suffit pas de les refuser ou de les condamner pour les supprimer. L'idée de la liberté a aussi été bouleversée par la psychanalyse d'une autre façon. Elle a découvert que si nous acceptons nos émotions, plutôt que de les nier, comme l'enseignait encore beaucoup notre culture jusqu'au milieu du XXe siècle, cette acceptation nous aide à grandir. Et que si nous dépassons l'idéal de force et de détachement que nous avons associé dans notre enfance à notre image des adultes, c'est le principal carcan qui entrave notre liberté que nous parvenons ainsi à vaincre. Le choc de l'annonce de la maladie grave, même quand nous avons été raisonnables dans notre choix de vie, nous amène dans une situation que nous maîtrisons difficilement. Quand nous vivions encore à la campagne, il était normal que nous soyons confrontés à la mort beaucoup plus souvent. La vie quotidienne nous y faisait penser tout le temps. Mais comme notre société citadine éloigne de nous l'événement de la mort, nous oublions qu'elle fait toujours partie de la vie réelle. Aussi, la nouvelle d'une maladie aussi grave que le cancer est-elle en contraste violent avec la sécurité à laquelle nous sommes accoutumés. En réalité, il est également normal que nous ne pensions pas à la mort souvent, car vie et mort s'excluent dans la logique naturelle. Ce qui explique que même la mort d'un animal familier nous choque, et beaucoup plus encore celle d'une connaissance ou d'un proche. Mais en réalité, tous ces cas de figure sont très différents
de l'hypothèse de notre propre fin. Si c'est moi qui pourrais partir, c'est ma conception de mon existence comme temps indéfini qui est bouleversée. Et non seulement dans le cas du cancer, le danger est à l'intérieur, mais il est fréquent qu'un cancer soit tout à fait silencieux ou révélé par une simple fatigue inhabituelle ou un symptôme banal. Ainsi, lorsque nous prenons soin de notre hygiène de vie, nous avons conscience d'un danger indéterminé. Mais lorsque nous apprenons que nous sommes déjà si gravement malades, le terme de danger ne semble plus adapté. Souvent, les malades réagissent comme si la mort était déjà là. C'est ce qui explique la distinction que je souhaite souligner entre un affect de crainte lié à l'anticipation d'un risque possible et celui de terreur où la situation agresse nos capacités de réaction et peut nous paralyser au point de nous clouer au lit, de nous priver de sommeil ou de nous réduire au silence. En regard de la sécurité considérable conquise au cours des 50 dernières années, et encore plus quand on pense à tous les principes de précaution que nous voulons appliquer, l'état de choc suscité par l'annonce peut souvent atteindre la santé du sujet plus rapidement et sur un autre mode que le cancer lui-même. Mais sur ce plan, l'entourage et même les médecins peuvent jouer des rôles très contrastés. On peut faire remarquer aux malades que ce n'est pas pour tout de suite, que cette atteinte est heureusement bien maîtrisée désormais et qu'il peut se rassurer, ou qu'elle est peu avancée et que la marge est confortable. On va inciter le patient à se ressaisir, lui remonter le moral, lui redonner courage. Mais ensuite, il lui faudra supporter une chirurgie ou des traitements pénibles, voire dangereux pour sa santé immédiate. Et il sera mal préparé pour ces épreuves, car le pire, la mauvaise nouvelle, était supposément derrière lui. En réalité, le choc, ce savoir brutalement mortel dans un avenir concret, n'a rien de disproportionné. Et il modifie profondément notre perception de l'existence et des priorités au quotidien. Les encouragements qui incitent le patient à retrouver sa sérénité d'avant ne sont valables que pour les sujets qui étaient actifs avec une conscience ancienne et bien ancrée que le temps nous est compté. Mais beaucoup d'entre nous croyons que nous sommes ainsi, jusqu'à ce que cette horrible nouvelle ou un accident suffisamment grave ou proche vienne nous réveiller. Dans ce cas, cette sérénité d'avant était construite sur des certitudes fausses ou déraisonnables. Et les encouragements semblent nous reprocher de réagir aussi violemment, et ils ne mesurent pas le gouffre qui vient d'être franchi. De plus, ils tendraient à nous confirmer qu'il suffisait de faire les bons choix pour que la vie cesse d'être la vraie vie, comme nous l'avions cru. Dans ce cas, la maladie deviendrait la preuve que nous n'avons pas fait les bons choix, que nous avons échoué et que nous sommes les vrais fautifs. Bien entendu, les encouragements n'ont pas pour objectif de culpabiliser le patient ou de susciter sa honte.
mais en disqualifiant d'une certaine façon la violence de la peur qu'on ressent soudain, ces encouragements amènent à conclure qu'il vaut mieux la dissimuler, qu'elle est anormale, voire agressive ou contagieuse pour ceux qui s'efforcent de nous distraire. Ce sentiment de culpabilité complique beaucoup les choses, car ce n'est pas une émotion comme les autres. C'est un jugement, et il juge que nos émotions normales ne sont pas justifiées. Il juge que nous allons faire de la peine à nos proches, faire peur à nos enfants, coûter cher à la société, mettre nos collègues en difficulté. Surtout que nous allons nous plaindre de souffrir alors que nous aurions dû l'éviter. Donc, nous espérons qu'en serrant les dents, en cachant notre peur, notre fatigue ou notre angoisse, nous éviterons d'aggraver encore notre cas. Lorsque, au contraire, le sujet trouve un soutien adapté à l'évaluation correcte du choc qu'il vient d'encaisser, il y puise le temps de se retourner et de se défendre efficacement contre les reproches dont il pourrait s'accabler, et de reconnaître la colère qu'il éprouve contre ses espoirs passés ou des choix qu'il regrette, ou reconnaître l'indignation que ça tombe sur moi et son incrédulité devant la menace qui le laisse désarmé. Il s'agit là d'une phase de dépression. Et contrairement à ce que l'opinion commune prétend, la dépression n'est pas à éviter comme la peste, car elle a son utilité. Comme la fièvre n'est pas le mal à combattre, mais le signe que nous combattons effectivement le mal. La dépression désigne cette période où nous prenons le temps de reconsidérer nos attentes et nos priorités et d'établir un nouvel équilibre, aussi bien psychique que corporel, qui nous permet de vivre avec la peur, plutôt que de cesser de vivre pour cesser de l'éprouver. À ce moment, la personne peut avoir besoin de temps pour reconsidérer ses rythmes et ses envies, et de moments de solitude. Mais elle parvient à les ménager sans rejeter l'entourage et sans lui mentir en se forçant à sourire. Cette dernière alternative, ce barrage défensif, est un signe que le sujet est en train de se couper d'une part de lui-même ou d'un environnement difficile, et il vaut mieux qu'il se fâche et qu'il avoue son exaspération ou sa détresse, plutôt que cet isolement. Mais là encore, les encouragements à réagir positivement sont contre-productifs. L'effet paradoxal que j'ai décrit plus haut, consécutif à des encouragements mal ciblés, n'est pas, comme vous le voyez, réservé aux relations patient-médecin. C'est même moins fréquent actuellement, car les médecins sont beaucoup mieux formés désormais. Mais il est plus simple de décrire comment, même au présent, on peut empêcher quelqu'un de réorganiser ses ressources en fonction des réalités auxquelles il ou elle est confronté, plutôt que d'énumérer tous les motifs possibles pour lesquels tel ou tel d'entre nous s'efforcera de contourner la nécessité de réaménager sa vie ou sa vision de l'avenir. Bien entendu, c'est le plus souvent dans notre passé, et singulièrement dans l'enfance, que nous avons appris à serrer les dents et à rassurer bravement notre entourage. Et encore, si notre entourage s'est aperçu qu'il y avait un problème. C'est la raison
pour laquelle on trouve tant d'affiches dans le métro aujourd'hui pour convaincre les adolescents victimes de violences de ne pas se laisser enfermer dans le piège de l'isolement. Car c'est le moment de notre évolution le plus difficile, où la honte et la culpabilité nous referment sur nous-mêmes, parfois pour toute la vie. Le soutien psychanalytique est précisément conçu pour nous aider à reconnaître ces moments où nous avons appris soit à tromper notre peur en faisant semblant, au point de nous exposer durablement à des situations de danger que nous avons continué à méconnaître. C'est ce qu'on appelle le déni. Soit à minimiser notre souffrance ou notre colère qu'il nous a fallu refouler afin de plaire à notre entourage ou pour nous adapter à un contexte trop perturbé ou culpabilisant. Mais les reconnaître, ces moments, pourquoi faire? Après tout, le passé est le passé, me direz-vous, et on n'y peut plus rien. On peut encore comprendre pourquoi ce passé ne passe pas. Pour quelles raisons on continue à essayer de plaire à des gens qu'on ne fréquente plus, à des parents qui sont parfois déjà morts, alors qu'on empêche nos proches actuels de nous aider, ou même qu'on les oblige à y renoncer parce qu'on craint de réveiller de vieilles douleurs. Bien entendu, tout le monde ne peut pas comprendre le sentiment de panique ou de colère qui nous envahit quand nous apprenons la gravité d'une maladie. Mais si notre famille ou nos amis parviennent à nous aider, nous découvrons que, en ne cachant pas notre peur, elle se transforme en courage. Que si nous acceptons notre colère, elle se transforme en décision de vivre, aussi longtemps et aussi bien que possible, et même cette expérience si effrayante. Que si nous acceptons notre indignation, nous parvenons à faire de notre mieux avec la force qui nous reste, et nous apprenons à changer nos attentes et à découvrir certains côtés de la vie que nous avions négligés. Pour citer le cas d'une patiente dont la fin de vie est relatée dans le livre de Pierre, ainsi, toutes les renonciations auxquelles Lucia était contrainte du fait de la maladie se trouvaient sauvées par cette nouvelle confiance en l'autre, l'espoir de relations mutuelles, joyeuses, régénérantes. Cette capacité symbolique, créatrice, n'est-elle pas la marque de toute adaptation humaine vivante, digne de ce nom, à la réalité, y compris à la réalité de la maladie? Lorsque l'entourage d'un malade ne peut pas l'aider, c'est souvent parce que tout le monde a été trop courageux trop longtemps, parfois depuis des générations, et a oublié que le courage, ça signifie avoir peur et ne pas avoir peur de l'admettre. Sinon, tout le monde est paralysé et la nouvelle du cancer tombe sur la tête de tous comme la foudre. Une catastrophe pareille, on ne parvient pas à la digérer et on se tait en espérant qu'au bout d'un temps, ça deviendra moins énorme. Évidemment, ça devient pire. On se dit surtout que si on est parvenu à garder sa terreur pour soi si longtemps, c'est au moins une réussite, en oubliant que cette émotion fait beaucoup plus de mal à l'intérieur quand on la dissimule.
Maintenant, on a plus peur de montrer sa peur que de la cacher, car elle nous rend chaque jour plus fragiles. Et plus on est fragile, et moins on peut faire confiance à quelqu'un. En fait, je viens de vous donner la définition d'un traumatisme. C'est quand on ne peut pas se permettre de s'avouer une émotion et qu'on se persuade que tout va aller bien si on fait bonne figure. Quand on est témoin d'une situation comme celle-là, ce n'est pas la peine d'insister, sauf sur un point. Cette personne doit absolument consulter un professionnel, quelqu'un d'extérieur à sa famille qui est formé pour ces situations. Car l'isolement qui en résulte l'empêche de savoir qu'elle a besoin d'aide. En effet, la personne n'a généralement même plus conscience qu'elle dissimule ses émotions. C'est un réflexe de survie et c'est hélas le cas de la plupart des personnes qui nous semblent bien prendre les choses. C'est particulièrement pertinent lorsque nous recevons à l'association des consultants qui, après 6 mois de traitement intensif, et parfois bien plus, reçoivent soudain un rendez-vous pour 6 mois ou 1 an plus tard, et vivent cette nouvelle comme un sevrage, comme un abandon violent. Bien entendu, ces personnes devraient se considérer guéries, s'estimer heureuses, ne pas se plaindre en plus. D'autres se sont très rapidement entendus signifier leur rémission parce que certaines tumeurs prises précocement ne nécessitent que de la chirurgie, comme on dit. Leur culpabilité est d'autant plus forte lorsqu'elles s'effondrent, alors qu'elles n'ont, pour ainsi dire, pas eu le temps de souffrir, par comparaison avec des cas tellement plus graves. Les processus que nous avons décrits tout à l'heure restent valables, même, voire surtout, après une rémission rapide. La brièveté du traitement n'a pas permis au temps de la dépression de se développer. Et la profondeur du traumatisme n'est pas proportionnelle à la gravité médicale du cas, et encore moins à la longueur de la prise en charge. De plus, les conditions objectives de la guérison privent le sujet des occasions de s'exprimer ou de se plaindre ou même de mesurer le danger qui est là frôlé. Mais la violence du choc initial n'en est pas moins réelle. Et il faudrait à présent s'en aller sans demander son reste. À Psychisme et Cancer, il n'y a pas que des psys. Il y a aussi des personnes qui ont à la fois vécu l'expérience d'un cancer et pris conscience du traumatisme qui en a résulté pour elles. Elles aident les personnes choquées ou culpabilisées par leurs émotions à mesurer que ces émotions permettent de vivre l'épreuve et d'affronter les traitements. Mais surtout, de conquérir, parfois pour la première fois de leur vie, leur capacité à faire confiance à autrui et donc d'abord à se faire confiance à elles-mêmes. On imagine bien que sans cette confiance minimale, il est très difficile de s'entendre avec un médecin ou de poser les bonnes questions pour soi-même. Et encore plus difficile d'aider ses propres enfants à comprendre pourquoi on a tellement changé physiquement ou à supporter leurs propres émotions quand ils se sentent eux aussi coupables de nous voir souffrir ou d'avoir peur. Le soutien thérapeutique est très important
lorsqu'on s'aperçoit qu'on ressent de la colère à l'égard du médecin. Rassurez-vous, le médecin a l'habitude. Mais cette colère, qui est compréhensible dans l'absolu à cause de la maladie ou de la violence des traitements, ou à cause d'expériences anciennes qui ressurgissent dans des circonstances qui nous bouleversent, cette colère suscite à son tour notre culpabilité. Et c'est un cercle vicieux qui s'installe, où nous cessons d'informer le médecin de notre tolérance réelle au traitement, et nous l'empêchons de nous aider à mieux les supporter parce que nous lui cachons la vérité, comme d'autres cachent la vérité à leur famille ou à leurs collègues. Nous avons peur d'être perçus comme de mauvais élèves, de mauvais patients. Nous avons même peur de changer de médecin ou de prendre un deuxième avis, car nous finissons par confondre confiance et aveuglement, ou par penser que nous ne méritons certainement pas d'avoir le choix, ou le droit d'admettre que la personnalité d'un médecin ne nous correspond pas. Et le médecin ne peut pas à la fois essayer de nous sauver et trop s'excuser des moyens qu'il doit y mettre. En réalité, il ne s'agit pas seulement de donner une chance au médecin de nous aider dans la mesure de ses moyens. Il est désormais officiellement admis que la tolérance objective du patient à des chimiothérapies très lourdes augmente en proportion de la qualité de sa communication avec son médecin. C'est ici que l'incidence psychosomatique des émotions devient évidente, au point qu'on ne peut l'exclure, même concernant l'efficacité de certains traitements, voire les chances de rémission, en fonction des conditions psychiques dans lesquelles le sujet aborde ce combat. Toutefois, même ce mot de combat recèle ces paradoxes. En effet, pour lutter efficacement contre un cancer, il faut préserver ses forces. Il faut les restaurer lorsque la chimiothérapie les a mises à mal et faire confiance aux armes chimiques en leur laissant le champ libre. S'il peut y avoir des soutiens médicaux complémentaires, ils sont utiles à la condition qu'on respecte avant tout la fatigue induite par le traitement, la nécessité de préserver son appétit, de ne pas retourner au travail trop tôt, de ne pas s'exposer inutilement à des épreuves supplémentaires. On voit mal où est le combat. Il réside en fait dans l'acceptation du temps qu'il faut, de la perte momentanée de ses forces, dans la lutte contre le volontarisme qui oppose à la maladie une réaction inadaptée et ne sait pas qu'il est le contraire de la guérison. Donc, en définitive, c'est aussi bien pour augmenter la qualité des soins que pour traverser la maladie que nous devons respecter nos émotions et comprendre à quel point nous pouvons mettre plus de chance de notre côté grâce à elles. Lorsque les effets du traitement ne bloquent pas le patient chez lui ou chez elle, il est fréquent que l'espoir de vite reprendre le travail fasse brûler des étapes, et même qu'un certain enthousiasme habite cette perspective. Le sujet s'est longuement reposé, il croit avoir pris la mesure des difficultés auxquelles il doit se préparer, il s'est habitué au rythme des chimios et des petits soucis qu'elles causent.
Bref, il sent qu'il ou elle maîtrise. Et quand le médecin du travail fait remarquer qu'on ne revient pas de vacances et qu'une reprise d'activité prématurée rendra les petits soucis beaucoup plus pénibles à supporter, le sujet sent qu'on remet en cause sa volonté de guérir, sa capacité de décision ou même son objectivité quant à ses sensations. Il ou elle n'a peut-être pas essayé de refaire un peu de sport pour se tester et il a oublié qu'au travail, le regard des autres influence nos attentes et qu'un mi-temps thérapeutique n'est pas fait pour reconquérir sa place ou son image. Comme toujours, on voit seulement le piège quand on n'est pas dedans. Nous avons affaire de nouveau à un espoir de retour à comme avant. Pourtant, lorsque nous découvrons, après 2 ans sans skier, qu'on ne refera plus jamais les mêmes choses, les mêmes bêtises peut-être, qu'à 18 ans, ou que le fait d'avoir des enfants a définitivement changé notre perception du danger en voiture, nous pouvons concevoir que c'est une maturation et que l'ironie des plus jeunes nous agace. Il s'agit de prendre le temps de bien différencier entre l'anxiété de s'arracher à la maladie et la détermination à regagner du terrain de façon durable et donc progressive, en sachant poser les bonnes questions à son médecin et en acceptant qu'il faudra réinventer de nouvelles perspectives sur nos capacités, nos envies, nos besoins. Évidemment, tout ceci est encore beaucoup plus vrai et compliqué lorsque le traitement a été très long ou très violent, ou quand il a lui-même mis notre vie en danger. Et là encore, la culpabilité et l'impression d'échec peuvent nous empêcher de concevoir de nouveaux plaisirs ou de nouveaux intérêts comme les réussites qu'ils sont vraiment, comme dans toute existence humaine. Là encore, accepter qu'on a eu très peur, qu'on a cru mourir parfois, et que cette expérience ne peut pas s'effacer, mais seulement être utilisée avec tous les changements qu'elle implique, est la seule chance qu'on a de développer la créativité nécessaire à la poursuite d'une vie nouvelle. Beaucoup de consultants du centre découvrent qu'ils doivent reprendre contact avec leur corps et ses nouvelles possibilités, réapprendre à cuisiner avec humour, découvrir le nouveau plaisir de dessiner ou d'écrire, se déplacer pour ses activités en atelier ou pour prendre un thé et juste entendre que d'autres se plaignent des mêmes choses que nous et pour comprendre que le pire reste toujours le déni qui nous blesse une deuxième fois en nous persuadant de l'indignité de nos faiblesses. C'est toujours une victoire bonne à prendre. Et il en faut beaucoup, des petites, pour réapprendre à vivre. Nos émotions sont en première ligne pour tous les événements importants de notre vie. Et parfois, elles nous apprennent que quelque chose doit mourir pour que la vie garde un sens. Dans la plupart des cas, nous n'apercevons même pas quels renoncements nous ont permis d'avoir des enfants, de changer de métier
ou de quitter la maison de nos parents ou notre région de naissance? Pourquoi une maladie grave comme le cancer provoque-t-elle cette résistance si soudaine à un changement de plus? Cette résistance qu'on appelle un traumatisme. Pourquoi ce changement-là nous paraît si inacceptable? Si les raisons pour lesquelles nous le vivons comme une catastrophe sont aussi nombreuses qu'il y a de trajets de vie différents, la confiance et l'espoir, dans le sens véritable de ces termes, sont toujours l'enjeu de fond d'un véritable retour à la vie, parfois dans un sens qu'on n'aurait jamais pu imaginer, mais toujours avec l'acceptation que ce qui nous est imposé de l'extérieur ne démontre pas avant tout un manque ou une indignité de notre part. Au centre, il arrive régulièrement qu'un consultant découvre à côté de quoi il ou elle serait passé s'il n'avait pas fait cette expérience de la maladie. Et j'ai moi-même appris à regarder la certitude de la mort comme fin de l'existence sous un tout autre jour, en prenant la mesure que certaines découvertes, en prenant la mesure de certaines découvertes, autrement que dans les livres ou que comme simple hypothèse dans un temps abstrait. Lorsque nous passons 3 heures à regarder des séries à la télé qui ne nous intéressent pas, pour nous vider la tête, au lieu de choisir une promenade qui nous plaît, cela s'appelle une fuite loin de la réalité. Et cette fuite nous empêche de changer la réalité comme il nous appartient de le faire dans la vraie vie. Mais si cette série nous passionne, alors nous n'appelons pas ça une fuite. Et ce serait un manque d'espoir que de se forcer à sortir, parce que sinon la journée idéale serait ratée. Découvrir de quoi notre présent personnel est vraiment fait, c'est faire confiance à nos désirs et à nos progrès et à nos possibilités ou idées du moment, et ce sont là les premiers pas pour que notre existence nous appartienne réellement, même avec la maladie et malgré elle.